Nous sommes à Saqqara. Et nous avons bien des surprises à vous dévoiler. Récemment, juste derrière moi, nous avons découvert un puits. Dans les ténèbres de l'une des plus anciennes pyramides au monde, les archéologues égyptiens font une découverte inouïe. Un méga tombeau de 2500 ans rempli de précieux trésors. Un masque doré? Félicitations, Amada. Félicitations. À Saqqara, il met au jour une cité des morts qui témoigne d'une histoire de 5000 ans. Saqqara renferme toute l'histoire de l'Égypte ancienne, depuis ses origines jusqu'à la fin de l'Empire romain. La mission des archéologues pour percer ces mystères s'accompagne d'images inédites. Je n'en reviens pas. Ils découvrent un autre monde, au-delà de celui des pharaons, encore totalement inconnu. Nos découvertes de ces 3 dernières années ne représentent pas 10% de celles à venir. Alors que débute un nouveau chantier prometteur, l'équipe égyptienne découvre une vaste chambre funéraire remplie de cercueils. Pourquoi tant d'anciens Égyptiens sont-ils enterrés ici? Et qui se trouve dans cet immense sarcophage de plus de 2 mètres de long? Au lever du jour, à 30 km au sud du Caire, dans la nécropole de Saqqara, une équipe d'archéologues égyptiens s'apprête à explorer un tombeau mystérieux au bord du désert. Mustapha Ouaziri dirige le chantier de fouilles. C'est toute ma vie. C'est ce que j'aime le plus. Je fais ça depuis presque 25 ans. La nécropole de Saqqara est située dans le nord de l'Égypte, juste au sud de la célèbre pyramide de Gizeh. Mustapha Ouaziri et son équipe fouillent un vaste secteur non loin de l'entrée, à moins d'1 kilomètre de la pyramide à degrés, le monument le plus important du site. Des prises de vue aériennes montrent les ruines du temple du Bubastéon, dédié à la déesse Shah Bastet, et dont on sait très peu de choses. Mais les archéologues ont découvert un secret caché juste en dessous. Plusieurs dizaines de tombes qui remontent à quasiment chaque époque de l'histoire égyptienne. De qui sont-elles la sépulture? Pourrait-elle nous en apprendre davantage sur ce temple oublié et sur les rituels funéraires de l'Égypte antique? Mohammad Youssef, le directeur du site, supervise le chantier de fouilles. Chaque découverte doit être soigneusement répertoriée ou envoyée au musée pour expertise. Ce n'est pas facile. C'est passionnant, mais cela demande beaucoup d'expérience. Mohammad recherche des puits funéraires, un type de tombe égyptienne creusée dans la pierre et bouchée avec du sable. Celui qu'ils inspectent est très profond. L'exploration à plus de 20 mètres sous terre est fascinante et risquée. C'est dangereux, parce que lorsqu'on descend dans le puits, les pierres peuvent se détacher des parois et nous tomber dessus. Il faut faire très attention. Hamada Mansour, responsable des fouilles, est désigné pour cette délicate mission. Accroche-toi! Une fois de plus, il descend vers des milliers d'années d'histoire de l'ancien monde. Quand je suis dans un puits, j'oublie tout. Je m'oublie moi-même. Et la nuit, je rêve d'objets anciens. Sous terre, Hamada doit procéder lentement et avec précision. Le puits est étroit et les débris doivent être extraits manuellement. Si la corde cède, Hamada et son équipe seront faits prisonniers. Doucement et attention, s'il vous plaît, je suis juste en dessous. La nouvelle tombe se trouve dans la partie nord-ouest du site.
près du mur du temple du Bubastéon. À 9 mètres de profondeur, Hamada repère quelque chose d'étrange. Cela pourrait bien être une paroi secrète. Ce n'est pas de la pierre. Ce sont des briques d'argile. Qu'y a-t-il derrière? C'est peut-être un accès. Mon intuition me dit que c'est quelque chose de très important. Une partie du mur est factice et sert à dissimuler quelque chose. Hamada retire délicatement la brique d'argile. Il fait un petit trou et découvre un trésor enfoui pendant des milliers d'années. Waouh! C'est mon jour de chance. Un grand cercueil, noir. Le cercueil en bois est bien plus grand que la normale et très bien conservé. Il est en excellent état, car la niche a protégé le sarcophage. Pour les anciens Égyptiens, les tombes garantissent l'accès à l'au-delà. Elles sont le lieu de renaissance des morts. Les anciens Égyptiens pensaient que toute vie sur Terre avait une fin tôt ou tard. Mais la vie après la mort, c'était la vie éternelle. Les cercueils sont conçus pour protéger les corps momifiés. Un corps en parfait état de conservation est en effet essentiel pour la résurrection. Et pour que le corps et l'âme puissent se rejoindre après la mort, les Égyptiens ont aussi recours à la magie. Les cercueils étaient ornés de formules magiques, de dessins, pour protéger la momie à l'intérieur. C'est une sorte de dispositif magique pour aider à la renaissance. Cependant, l'ouverture de la chambre expose le cercueil à un choc thermique. La température dans le puits frôle en effet les 38 degrés. Hamada doit déplacer le cercueil pour protéger le corps qui s'y trouve et percer ses secrets. Ça ne va pas être facile, car ce cercueil est très grand. À l'extérieur, l'archéologue Ahmed Zikreh supervise l'opération. Son équipe utilise une technique ancienne pour hisser le cercueil. Cette technique est appelée tamboura. Elle est très ancienne et remonte à plusieurs milliers d'années, mais nous l'utilisons toujours aujourd'hui. Le treuil a beau sembler archaïque, il peut supporter un poids de plus de 450 kilos. Toutefois, déplacer un cercueil de cette taille va mettre les hommes de l'équipe de fouille à l'épreuve. Ils vont devoir le hisser sur plus de 9 mètres pour le sortir du puits, à peine plus large que le cercueil lui-même. Une mission périlleuse qui ne laisse aucune place à l'erreur. Soulevez, tirez! Allez les gars! Tirez fort vers la droite, encore un peu. Il commence par envelopper le cercueil de mousse, puis la fixe avec des cordes. Je fais quelques nœuds bien serrés, ce sera plus facile à tirer. À la grâce de Dieu. Tire! On espère qu'il n'y aura pas d'accident. Le cercueil ne doit pas subir de casse. Je n'ai pas besoin de ça. Le cercueil pourrait faire une chute de 10 mètres dans le puits. Soulève! Et toi qui soulève derrière! Non, pas comme ça! Et blesser gravement, voire tuer Hamada et son équipe. Bouge, Salem! Oui! Bouge, Salem! Bouge, pour l'amour de Dieu! Mon Dieu! C'est bon, je crois, il a été réceptionné. C'est bon, on le tient. Actionnez le treuil. Un dernier effort, les gars. Doucement, inclinez-le doucement. Et voilà, bravo, les gars.
Le cercueil est intact. Il est si grand et si lourd qu'il faut plus de 12 ouvriers pour le porter. Sa taille impressionne même le directeur du site, Mohammad Youssef. Waouh, il est énorme. Le cercueil fait plus de 2 mètres de long et presque 1 mètre de large. Pourrait-il contenir le corps d'un géant? Ou bien celui d'un puissant guerrier? Les Égyptiens les plus fortunés étaient les seuls à pouvoir s'offrir un cercueil aussi grand. Pendant que son équipe inspecte le cercueil à la recherche d'un nom, Ahmad Mansour a un travail à finir dans la tombe. Prêt? Attention. Plus bas, plus bas. C'est bon, stop. Selon lui, le puits donne accès à plusieurs chambres. Y aurait-il d'autres cercueils? Quel autre danger existe dans ce monde souterrain? À Saqqara, en Égypte, l'archéologue Ahmad Mansour veut poursuivre l'exploration de la nouvelle tombe. Ce puits impressionnant est le plus profond découvert jusque-là. Et l'équipe d'Ahmada n'a pas fini de creuser. Si elle trouve d'autres cercueils, elle veut les déplacer pour les examiner. Un vrai dilemme en termes d'éthique. Je dois être très prudent et faire attention à moi, à mes hommes, aux objets, aux cercueils, qu'il faut traiter avec respect, car ils renferment des êtres humains. L'équipe égyptienne voudrait établir un plan détaillé de tout le site, avec la représentation de chaque puits. Quand nous faisons des fouilles, nous voulons montrer au monde entier des résultats scientifiques modernes. Y a-t-il autre chose au fond de cette tombe? Une nouvelle ouverture apparaît un peu plus bas. Ahmada tente de s'y glisser pour mieux voir. Pour assurer sa sécurité, Annie de l'équipe de forage maintient sa jambe. En dessous se trouve une chambre beaucoup plus grande. Il y a une grande chambre remplie de cercueils en bois, de squelettes et d'autres cercueils sous le sable. À quelques centimètres d'Ahmada, un bout de la paroi s'est écroulé et les pierres ont détruit certains cercueils. Cette nouvelle chambre se trouve juste en face de celle où a été trouvé le cercueil de plus de 2 mètres. Par chance, un cercueil près de l'entrée semble intact. Ahmada se déplace avec prudence pour pouvoir l'inspecter. Salem, tu me passes la brosse? Ouais, voilà. J'enlève le sable pour pouvoir le sortir. C'est le bas du cercueil. Le haut est peut-être dégagé. À Saqqara, beaucoup de puits ne contiennent qu'un seul cercueil. Celui-ci serait-il alors un tombeau de famille? Pour le savoir, Ahmada doit trouver un nom sur le cercueil. Le moindre faux mouvement pourrait s'avérer fatal. Heureusement, les pierres viennent de plus haut. Mais l'équipe s'inquiète des dégâts causés précédemment au cercueil par l'effondrement d'une partie de la paroi. Ils ne peuvent déplacer aucun cercueil sans l'autorisation du directeur du site, Mohammad Youssef.
Nous descendons de plus en plus bas, et le soubassement lui-même est fragile. Il peut céder. Avant de déplacer un cercueil, il faut donc vérifier l'état de la roche. Dans les chambres funéraires, il en va de même pour le plafond. Celui-ci peut comporter des fissures. Pendant que l'équipe de forage réfléchit à la manière de déplacer les nouveaux cercueils, Ashraf Awais, conservateur du patrimoine, vient examiner les hiéroglyphes fragiles trouvés sur le premier. Chaque seconde supplémentaire, pendant laquelle le cercueil est exposé à la température ambiante, risque d'endommager le bois fragile. Après examen du cercueil, je constate qu'il y a certains problèmes. Les matériaux utilisés par les anciens Égyptiens pour sceller le cercueil ont aussi subi une importante détérioration. La résine noire se décolle. Il faut arranger ça. Si nous ne respectons pas certaines étapes avant de l'ouvrir, nous risquons de l'abîmer. Ashraf et son équipe commencent par consolider les hiéroglyphes fragiles avec un solvant protecteur. Puis, ils colmatent les fissures les plus profondes avec une résine spéciale. Une fois que tout est sec, le spécialiste Amrar Hassanin prend des centaines de photos en haute résolution pour tenter de rendre plus nettes les inscriptions indistinctes. Le modèle 3D obtenu à partir de l'assemblage des images est stupéfiant. Il montre les proportions exagérées du cercueil. Il a une forme d'être humain, mais cela ne peut pas être le corps d'une personne. Il est trop déformé. Les hiéroglyphes révèlent maintenant le nom de la personne dans le cercueil. Et quelle surprise! C'est celui d'une femme, Tagemiyen Hasset. Il s'agit peut-être non pas d'un, mais de deux cercueils emboîtés l'un dans l'autre. Les cercueils doubles de forme humaine sont rares. Ils sont en quelque sorte une police d'assurance, compte tenu des dégâts éventuels que subit l'enveloppe extérieure et la marque ultime du rang social. Dans l'Égypte ancienne, avoir un cercueil, une tombe, un puits, c'était un signe de grande richesse. Cela nécessitait des compétences spécifiques et c'était un secteur d'activité très rentable. Alors, quand cette personne a-t-elle vécu? Les cercueils doubles de forme humaine font leur apparition pendant la période du Nouvel Empire, au moment du règne de Toutankhamon. Mais ils ne deviennent populaires que 1000 ans plus tard. Cela indique que Tagemi a vécu en Égypte pendant la 26e dynastie, connue sous le nom de Basse Époque. C'est l'ère de Babylone et des rois bibliques de Juda. En Égypte, le pharaon psamétique Ier rétablit la puissance du royaume. Il redynamise la principale ville, Memphis, située en face de Saqqara. C'est une période de renaissance. Pendant cette période, le pharaon et ses proches conseillers à la cour s'inspirent des 2000 ans d'histoire de l'Égypte. Ils connaissent bien sûr la pyramide à degrés, ainsi que d'autres monuments décrits dans les récits épiques. Et ils les prennent volontairement comme modèle pour créer de nouveaux monuments. La femme dans le cercueil a vécu à une époque de grande prospérité et de changement. La taille imposante de son cercueil témoigne de la fortune de sa famille. Sont-ils tous enterrés ici? Allez-y. Sous terre, Mohamed doit décider s'il peut déplacer le nouveau cercueil en toute sécurité. Ça, c'est l'extrémité du cercueil. Et un bloc de pierre est tombé de là. Selon lui, une chute ancienne a gravement endommagé le cercueil. Quand le bloc de pierre est tombé, ça a fait bouger le cercueil vers la droite, dans cette direction. La taille de la boîte et la cassure laissent à penser qu'il pourrait aussi s'agir d'un cercueil double. Mohamed vérifie que le cercueil intérieur n'est pas endommagé. Il est endommagé par endroits. Et à l'intérieur aussi, on dirait. Les visages semblent... Il bouge? On peut l'enlever? Eh bien oui. Pose-le là.
Super. Essaie de soulever pour qu'on voit s'il y a une momie dedans. Attention. À l'intérieur se trouve une surprise de taille. Un masque doré. Magnifique, c'est une de nos plus belles découvertes cette année, ce masque doré. C'est formidable. Félicitations, Amada. Félicitations, félicitations. Le masque à l'intérieur du cercueil est doré à leur fin. Le premier de ce genre découvert sur le site. Bien qu'il ne soit pas en or massif, comme celui de Toutankhamon, le prince égyptien enterré dans la vallée des rois 600 ans plus tôt, son propriétaire était extrêmement fortuné. Seule l'élite pouvait en effet s'offrir de l'or, et cela avait une signification religieuse précise. Dans l'Égypte ancienne, la croyance était que la peau des dieux, leur chair même, était faite d'or. Alors recouvrir le sarcophage qui contenait la momie d'une couche d'or, ou le masque funéraire, c'était l'élever au rang de divinité vivante à la peau en or. C'est une formidable découverte. Serait-ce un membre de la famille de la femme découverte précédemment? Vu le piètre état du cercueil et l'importance du masque, il ne peut pas rester là. Il pourrait contenir de précieuses informations sur ceux qui ont creusé ce puits et sur les raisons de sa construction. L'équipe doit trouver comment le déplacer en toute sécurité. Si nous ouvrons à ce niveau, là, nous allons abîmer le couvercle. Oui, Alors nous allons l'envelopper entièrement. de l'extérieur. En tant qu'archéologue, nous devons respecter ces personnes. Les hommes enveloppent le cercueil de mousse. Puis l'équipe de treuillage entre en jeu. Elle hisse lentement le cercueil vers la lumière. Pour la première fois depuis des milliers d'années. Stop, stop. S'il vous plaît, déplacez la tamboura. Soulevez-le et amenez-le ici. Allez-y, tirez. Soulevez. Que Dieu vous bénisse. Vous aussi, patron. À l'abri sous la tente, l'équipe découvre enfin le cercueil, débarrassé du sable et de la poussière. Cet immense cercueil noir est un peu plus petit que celui de la femme trouvée plus haut dans le puits. Mais les ressemblances sont évidentes. Sont-ils de la même famille? La seule manière de le savoir, c'est d'inspecter l'intérieur de ce magnifique sarcophage. À Saqqara, en Égypte, les archéologues égyptiens s'intéressent à deux personnalités enterrées sous un temple en ruine. Pour savoir si elles pourraient avoir un lien de parenté, ils comparent leurs noms sur les cercueils. Certaines des inscriptions sur ce cercueil sont trop endommagées. Elles sont illisibles. Le bois se décompose. Le problème, c'est que le cercueil extérieur est en bois de palmier. C'est extrêmement fin et fragile. Les anciens Égyptiens faisaient sculpter leurs noms et leurs fonctions sur leur cercueil afin que les dieux les reconnaissent dans l'autre monde. Après leur mort, en effet, ils pensaient qu'ils devaient comparaître pour jugement face au dieu Osiris. Si leur nom était oublié, leur âme serait perdue à jamais. Les anciens Égyptiens souhaitaient que leur nom soit prononcé par des passants, par des gens, des siècles plus tard. Ils espéraient vraiment ainsi que leur nom soit immortalisé par le fait d'être prononcé par des personnes, même aujourd'hui. Le nom de cet homme a-t-il traversé les siècles? Le cercueil est endommagé et les inscriptions difficilement lisibles. Mais la photographie de haute résolution permet de le déchiffrer. Psamétique. Psamétique est un nom porté par 3 rois égyptiens.
Tous appartiennent à la 26e dynastie. L'homme du cercueil tient son nom de l'un d'eux. Cela confirme qu'il a vécu à peu près à la même période que la femme découverte plus haut dans le puits. Sont-ils alors de la même famille? L'étape suivante consiste à comparer leurs noms. Sur le cercueil de la femme, il est inscrit Horus. En revanche, aucun nom ne figure sur celui de l'homme. Mais il pourrait se trouver à l'intérieur. Maintenant, on va essayer de retirer le couvercle. Le cercueil intérieur est parfaitement emboîté dans la caisse extérieure, telle une poupée russe. La longue barbe confirme qu'il s'agit du corps d'un homme. Il est recouvert d'une couche de poussière de bois, mais surtout, il est intact. Ashraf Hawaïs et son équipe en charge de la restauration doivent d'abord le nettoyer pour pouvoir l'inspecter plus attentivement. Malheureusement, le bleu est une couleur très fragile. Cela demande un gros travail de restauration. L'équipe utilise des produits chimiques spéciaux pour restituer les couleurs vives disparues depuis plus de 2000 ans. L'opération réserve une surprise. Les hiéroglyphes indiquent le même nom de famille, Horus. Sa-in Horus, fils d'Horus. Si ce nom est celui du même homme, cela voudrait dire que les individus dans les cercueils sont frères et sœurs. Seulement, au 7e siècle avant Jésus-Christ, Horus est alors un nom très répandu. Les noms de leurs mères sont également différents. Y a-t-il à l'intérieur du cercueil de la femme un élément commun aux deux personnes? Prêt? Oui, allons-y. 1, 2, 3, on se lève. Le cercueil intérieur a aussi un masque doré. C'est une pièce magnifique. On dirait que ça a été peint hier. Le bois est de très bonne qualité. Les couleurs sont vraiment éclatantes. C'est le cercueil en meilleur état découvert jusque-là dans la nécropole. Les cercueils sont très ressemblants. Tous deux sont noirs, avec des cercueils intérieurs dorés. Leurs occupants ont-ils un lien de parenté ou s'agit-il de deux familles différentes qui ont consulté le même prêtre pour les rites funéraires? Qu'en est-il exactement? La réponse ne se trouve peut-être pas dans les deux cercueils individuels, mais dans les multiples et différentes niches situées dans le puits funéraire. Selon les archéologues, ce puits est à l'origine un simple tombeau familial, agrandi par la suite. Combien de chambres funéraires compte-t-il donc? Sous terre, Hamada, le responsable des fouilles, a trouvé les autres cercueils. Ils sont dans une petite chambre, située juste en face de là où il a trouvé le premier cercueil noir. Mohammad se faufile dans la cavité pour mieux voir. Il y a là un amas étonnant de cercueils cassés. Ils ont malheureusement été endommagés par des chutes de pierre. Il collecte les données in situ, qui pourront servir pour des analyses ultérieures. Mais il n'est pas au bout de ses surprises. Il repère une autre ouverture, juste en dessous de la chambre où il a trouvé le grand cercueil de la femme. Une autre cavité, comme celle-ci. Il faut que je jette un coup d'œil là-dedans. Si ça se trouve, elle est très grande ou bien elle ne contient qu'un seul cercueil. Il utilise sa lampe pour explorer l'intérieur. Non. C'est grand. Je distingue déjà 7, 8, 9 cercueils en bon état. Le sable comblait en effet une deuxième et immense chambre.
L'équipe est impatiente de l'explorer. C'est grand. Mais Mohammad est prudent. Nous devons faire très attention. Au moindre danger, on arrête tout. La sécurité passe en premier. L'archéologie vient ensuite. La mission peut se poursuivre. Mais l'équipe d'Amada doit au préalable déblayer avec soin tout le sable pour que les cercueils ne soient pas endommagés. Un travail minutieux et haletant, juste sous le treuil. Osni! Oui, je suis juste en dessous. T'inquiète pas, rien ne peut tomber. J'ai reçu des cailloux sur le dos. Sérieux? Ouais. La taille de la chambre funéraire se dessine progressivement. C'est absolument fantastique. Je vois 2 grands cercueils en bois et d'autres plus clairs, avec des couleurs magnifiques. Et aussi un grand cercueil en bois noir. Je suis très enthousiaste. C'est la première fois que je vois ça ici. La taille de la chambre funéraire est impressionnante. Une dizaine de cercueils sont empilés jusqu'au plafond. C'est plein à craquer. Il faut finir de déblayer. Puis, nous pourrons déplacer les cercueils un par un pour atteindre le fond de la cavité. La plupart des cercueils sont plus petits que les 2 grands cercueils noirs. Mais la grande variété présente et leur nombre sont tout à fait étonnants. Des styles différents signifient des personnes différentes. Pas de la même famille. À mon avis, il n'y a aucun lien de parenté. Il s'agit plus vraisemblablement d'une fosse commune. Les corps sont entassés pour exploiter l'espace au maximum. Les ancêtres des Égyptiens voulaient un tombeau privé pour eux-mêmes et leur famille. Pour quelles raisons alors ces étrangers sont-ils enterrés ensemble? Serait-ce un tombeau réservé à des personnalités? Une sorte de club privé de l'au-delà? La réponse est peut-être à rechercher du côté du monument le plus important de Saqqara, la fameuse pyramide à degrés. À Saqqara, les archéologues poursuivent leurs investigations à l'intérieur d'un remarquable méga-tombeau, où gisent des dizaines de précieux cercueils. Ils veulent connaître l'identité de ces personnes. Le cercueil intérieur de la femme nommée Tagemi livre un indice. Des inscriptions à moitié effacées indiquent que sa mère était chanteuse. Les hiéroglyphes comportent le symbole d'un instrument de musique à percussion appelé sistre, utilisé dans les temples lors des rituels funéraires. Cette femme pourrait-elle être la fille d'une sorte de prêtresse? Si tel est le cas, elle ferait donc partie de l'élite suprême. Une illustration montre en effet Néfertari, une des reines les plus célèbres de l'Égypte ancienne, qui tient un instrument similaire. Et la découverte dans le puits d'objets précieux confirme que ces personnes ne sont pas n'importe qui. Les couleurs sont magnifiques. Les inscriptions, le modèle du visage aussi. Cette statue est un talisman, à l'effigie du dieu protecteur de l'esprit des morts, Ptah Sokar. C'était l'une des principales divinités de Saqqara. Saqqara tient d'ailleurs son nom du dieu Ptah Sokar. Nous avons trouvé des centaines de statues sur le site. Les statues à l'effigie de ce dieu sont très prisées par l'élite à cette époque. Une autre. En juin 2013, une de ces statues issues d'une collection privée est vendue 40 000 $ lors d'une vente aux enchères. Dans l'Égypte antique, tout le monde ne pouvait pas s'offrir des objets d'une telle valeur. Les riches, eux, utilisent leur fortune pour garantir leur voyage dans l'autre monde. Mon Dieu, elle est dorée. C'est la première fois que je vois une de ces statues dans un aussi bon état de conservation.
Un autre rituel est visible sur le cercueil de Tagemi, qui consiste à graver sur le bois des formules magiques, des prières issues du livre de la mort. Les anciens Égyptiens n'avaient qu'une seule crainte. Ils croyaient à la vie après la mort. Le problème, c'est qu'ils ne savaient pas comment passer d'un monde à l'autre. Le livre de la mort est pour eux le manuel qui contient toutes les réponses et qui va leur permettre de réussir leur voyage vers l'au-delà. L'accumulation d'objets précieux montre que les rites funéraires commencent à changer durant la basse époque. Ils se transforment en commerce. La momification et les funérailles observent un rituel religieux, avant tout. Mais elles font aussi l'objet d'un commerce. Beaucoup de corps de métier interviennent. Menuisiers, maraîchers, sculpteurs, prêtres, gardes, personnes en charge de la momification. Tout est un commerce. Quelle est donc l'ampleur de ce commerce? Hamada pense que la réponse se trouve dans la nouvelle chambre funéraire. Cette galerie est incroyable. C'est un vrai mystère. Quand je déplace ma lampe torche le long des parois, je n'en vois pas la fin. Quelque chose me dit que ce n'est en fait que le début. Il y a d'autres galeries. Hamada et son équipe passent plusieurs jours à déblayer et à vider la chambre funéraire. C'est un travail lent et minutieux. Le puits qui a permis la découverte d'un grand cercueil est en fait un véritable labyrinthe souterrain. Un méga tombeau avec des centaines de cercueils qui occupent chaque recoin. Enterrer toutes ces personnes représentait un énorme travail. Ces cercueils montrent que Saqqara abritait une importante industrie de la mort, où les défunts sont les clients. À Saqqara, il y avait une industrie funéraire très importante, dont le but était de gagner de l'argent. Il y avait des personnes qui vendaient des emplacements de tombes ou des emplacements dans des tombeaux. D'autres vendaient la momification. Les prêtres, eux, étaient chargés des rituels. Tout ça coûtait beaucoup d'argent. Ce complexe funéraire contient le plus grand nombre de cercueils jamais découverts en Égypte. Il est 3 fois plus grand que ceux mis au jour jusque-là. Cette découverte est d'une ampleur internationale et l'équipe s'apprête à annoncer la nouvelle aux médias du monde entier. Mais un mystère demeure. Pourquoi des centaines d'Égyptiens fortunés voulaient-ils être enterrés ici ? Selon les archéologues, l'emplacement même de ce nouveau complexe funéraire sur le site de Saqqara pourrait expliquer pourquoi tant d'Égyptiens très riches sont enterrés ici. Celui-ci se trouve sous les ruines du temple du Bubastéon, dédié à la déesse Shah Bastet. Certaines parties du temple remontent à la même époque que de nombreux cercueils, la fin de la 26e dynastie. Selon Mohammed, des prêtres ont sans doute agrandi un des nombreux tombeaux privés situés dans ce puits. La présence de plus d'une centaine de cercueils est étonnante. Ce puits était conçu au départ pour une seule famille. Et par la suite, des prêtres du temple y ont fait enterrer de plus en plus de personnes pendant 50 ans, voire 100 ans. À Saqqara, cet endroit est considéré comme sacré avant même la construction du temple du Bubastéon. Il se trouve à l'entrée de la nécropole, à proximité de la route qui conduit aux pyramides bâties sur le site 2000 ans plus tôt.
À la basse époque, Saqqara est très populaire. Beaucoup de personnes veulent avoir leur sépulture ici, pour être proches des anciens pharaons. Ils ont coutume de s'amasser sur les routes, autour des pyramides, ou autres monuments, pour suivre les processions funéraires, participer aux cérémonies et recevoir des offrandes. Autour de la pyramide à degrés, bâtie sous le règne du roi Djeser, les archéologues ont trouvé d'autres puits funéraires profonds, datant de la 26e dynastie. Les Égyptiens fortunés de la basse époque considèrent qu'ils sont les héritiers naturels des bâtisseurs de pyramides et veulent être enterrés près d'eux. On sait, grâce aux fouilles menées sur le site de la pyramide à degrés, que la tombe du roi Djeser se trouve à plusieurs mètres de profondeur. Dans la mort, les hautes personnalités de la 26e dynastie se retrouvent ainsi au même niveau. Et de manière magique, symbolique, métaphorique, ils communient avec leurs vénérables ancêtres. Cela en dit long, bien sûr, sur les liens qu'entretiennent les membres de la 26e dynastie avec leur passé. Les nouvelles découvertes révèlent que le temple du Bébastéon était, en termes d'immobilier, le nec plus ultra. Le Bel Air ou le Beverly Hills de la Cité des Morts. Pour certaines personnes, telles que Taghemi et Psamétique, il était bien plus prestigieux d'être enterré ici que d'avoir sa tombe personnelle. Ils préfèrent amasser leurs richesses dans leur cercueil pour garantir leur passage dans l'autre monde. Et s'ils faisaient graver avec soin leur nom de famille sur leur cercueil, c'était sans doute pour que les dieux reconnaissent leur sépulture parmi celles d'étrangers. Leurs noms ont traversé les millénaires. Ces cercueils découverts par des archéologues sous le temple du Bébastéon contiennent des informations inédites. Elles vont permettre aux chercheurs d'établir des liens entre les personnes enterrées ici et d'autres cercueils de Saqqara conservés dans d'autres musées à travers le monde. Beaucoup seront exposés en Égypte pour enrichir les connaissances des générations futures. Cet étonnant complexe funéraire aide les archéologues à mieux comprendre ce qu'était Saqqara, une véritable cité des morts. Aujourd'hui, Saqqara est très calme. Mais par le passé, c'est un endroit débordant d'activités et très animé. Des ouvriers creusent des tombes, d'autres bâtissent des temples. Il y a des processions funéraires où les pleureuses s'arrachent les cheveux. Une vraie fourmilière, un spectacle permanent. À Saqqara, nos successeurs ont encore beaucoup de tombeaux, de puits et de cercueils à découvrir. Avoir la chance de travailler sur ce site, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Il y a 2500 ans, Saqqara a connu une vague de nostalgie pour le passé glorieux de l'Égypte. Le temps des pyramides. Ces fouilles montrent que des changements majeurs se préparent alors.